d'écouter les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie Nourry, partenaire au sein du cabinet Weil. Bonjour Anne-Sophie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Si tu veux bien, ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu puisses te présenter pour ceux de notre audience qui ne te connaîtraient pas encore. Très bien. Bonjour Chloé, merci de me recevoir, je suis vraiment contente. Avec grand plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais envie de partager un peu, au-delà de mon métier, mais un peu, la vision que j'ai des femmes dans le métier d'avocat. Donc, comme je te l'ai dit à l'instant, je suis avocate. J'ai 43 ans, je suis maman de 4 enfants, bientôt 5. Je pratique les entreprises en difficulté. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'aide des boîtes à essayer d'aller mieux. La plupart du temps, c'est que les boîtes ou c'est les actionnaires. Parfois, c'est les gens à qui on doit de l'argent. Mais le plus souvent, c'est des boîtes. Je co-dirige une équipe, donc on est 3 associés, et on a une équipe de 12 avocats de seniorités différentes. Alors, ce qui est à la fois petit par rapport à d'autres pratiques et à la fois grand par rapport à notre pratique qui est un métier de niche. Ça fait 17 ans que je fais ça. Et ça fait, on va dire, quelques années, 2-3 ans, que au-delà de l'aspect technique du développement, je m'interroge beaucoup sur mon métier, la nécessité aussi de le changer, l'importance du management. Je me souviens d'un collaborateur que j'aime beaucoup d'ailleurs par ailleurs, et qui m'a parlé de la contrainte management, ce qui était rigolo dans le contexte, mais où je me suis dit quand même, on a beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a des réflexions en cours dans mon cabinet, mais dans le monde des avocats en général, sur la place des femmes, comment on les traite, comment on les fait avancer. Et ça aussi, ça fait partie de mes réflexions. Et donc, le fait de venir te voir aujourd'hui, c'est un grand plaisir, parce que je sais pas si j'ai les bonnes idées, mais en tout cas de les partager, d'avoir un écho, avoir des gens qui écoutent, qui pourront dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Voilà, ça m'intéresse de partager ça. Et c'est un grand plaisir de te recevoir. Et puis effectivement, le sujet des femmes dans le monde du travail, mais aussi dans les instances dirigeantes, c'est un sujet qui nous passionne sur ce podcast et puis avec l'ensemble de nos interlocuteurs au quotidien. Donc d'avoir une vision plus précise sur comment ça se passe dans le métier d'avocat, je pense que ça va nous apprendre pas mal de choses. Avant de plonger dans le vif du sujet, je demande toujours au démarrage de cette interview de nous livrer quelque chose d'un peu plus personnel, quelque chose que les gens en tout cas qui t'écoutent aujourd'hui ne savent pas de toi. Qu'est-ce que tu veux bien nous confier ? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que pour une avocate, en tout cas, je parle peu. Alors, je plaide. Donc mais là, tu plaides. Je suis obligée. Je suis obligée de parler. Mais, je plaide un peu, mais je fais aussi beaucoup de transactionnel. C'est-à-dire, c'est de la négociation. Alors, à la fois, évidemment, je parle, mais j'essaye toujours de peser mes mots. Et en fait, pour certaines parties, parce que j'ai quand même autour de la table beaucoup d'hommes, c'est aussi l'objet de notre discussion aujourd'hui, qui, sans aller dans le cliché, c'est pas toujours vrai évidemment, mais dans le cliché, qui parlent beaucoup d'eux, de leurs clients, mais au fond d'eux. Et moi, je parle peu. Et parfois, c'est perçu comme par les autres comme du mépris. Ou comme, en fait, elle en pense pas moins, elle pense plein de trucs, et c'est interprété, les gens supposent que c'est du mépris, en fait, pas du tout. C'est juste que je préfère ou j'aime écouter, et je pense que ça fait partie à la fois de ma personnalité et de mon métier, d'écouter les besoins de mon client, les besoins des autres parties. Et ça, le fait d'écouter, parfois, ça, les gens ne comprennent pas et l'interprètent comme je pense plein de trucs contre les autres. Et au fond, au contraire, j'essaye de les écouter pour essayer de trouver un accord. Enfin, on a fait un coaching au sein de l'équipe qui était hyper intéressant. C'est l'ancienne tête. Je sais plus exactement comment s'appelle son rôle, mais l'ancienne tête du RAID. Ok, passionnant. Il était passionnant. Et le RAID, c'est quand même, on va aider des gens on va essayer de libérer des enfants qui ont été enfermés dans une école à Neuilly face à un monsieur
qui est un peu qui a pété les plombs et qui enferme tout un tas d'enfants. Donc forcément, c'est quand même dur, évidemment, et il y a des vies en jeu, etc. Et le gars, c'est le plus gentil du monde, mais le plus gentil du monde. Et il nous disait souvent, dans la négociation, parce qu'au fond, c'était ça, il négociait la sortie de ses enfants, par exemple, de l'école, et sans qu'il y ait de vie mise en danger. Et son rôle, c'était de mettre en confiance son interlocuteur, c'est quand même un peu contre-intuitif, et aussi de comprendre ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin. Alors son besoin immédiat, ce sera je veux de l'argent. Le premier besoin explicite, oui. Il y a des besoins explicites auxquels on peut s'attendre, mais leur métier, au fond, c'est d'écouter le besoin ou les vrais besoins de son interlocuteur, d'étudier, comme ils disent, la façade de sa pyramide à lui, pour sortir de sa propre façade et d'essayer d'aller vers lui et de comprendre ce qu'il fait. Et moi, je trouve que c'est très puissant de faire ça. Et donc, même en l'espèce, un fou furieux qui emprisonne des enfants, quand même, d'aller vers lui et de comprendre ce dont il a besoin, et au fond, d'avoir un rapport quasi sympathique avec un fou furieux, tout en étant évidemment avec la distance nécessaire. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Et moi, c'est mon attitude, mais qui est parfois interprétée comme du mépris ou de la distance par rapport aux autres. Ouais, voilà. Du coup, c'est hyper intéressant, mais c'est surprenant effectivement que finalement, si l'écoute, la prise en compte des attentes de l'autre est quelque chose clairement d'aussi important dans des contextes de négociation, même des négociations à grands enjeux comme celle du RAID, que tu l'observes pas plus, que ce soit pas finalement une attitude beaucoup plus répandue dans ton métier où la négociation prend quand même une part majeure. Ouais. Une part, c'est essentiel. Mais en fait, la manière dont beaucoup perçoivent ces négociations, ce sont des rapports de force et des rapports dominé-dominant et des rapports de celui qui criera le plus fort, qui l'emportera. Et parfois, pour les clients aussi, le voient comme ça et choisissent leur avocat en se disant « je veux un homme fort de 55 ans ». D'où le rapport, encore une fois, avec les femmes. Et donc, effectivement, ça peut être contre-intuitif de se dire, au fond, quand on n'a pas 55 ans, qu'on n'est pas un homme et qu'on crie pas très fort, on risque de perdre parce qu'au fond, si on n'est pas ça, on est faible par vase communicant. Et c'est pas ma façon de voir les choses. Alors, parfois, ça paye. Parfois, ça paye moins parce que les clients ne choisissent pas, l'assimilant à de la faiblesse. Mais pour moi, c'est effectivement essentiel de comprendre ce que veut l'autre, les points importants, les points qui sont moins importants pour lui, pour faire des pas vers les points qui sont importants pour lui, parce qu'à la fin, une négociation, elle doit aboutir à un accord. On n'est jamais content. Dans nos accords à nous, parce qu'on parle de répartir un gâteau qui est tout petit, ou en tout cas qui devait être gros et qui, à la fin, est petit. Donc, personne ne se dit « je l'ai emporté ». Mais voilà, c'est de dire je te donnerai la partie du gâteau qui te plaît le plus. Quand bien même, finalement, le gâteau, il ressemble de toutes parts. Mais c'est le but, parce qu'il faut trouver un accord. Si on n'en trouve pas, concrètement, c'est une boîte qui va déposer le bilan, des gens qui sont attachés à cette boîte qui vont perdre leur job. Enfin, il y a un vrai impact à la fin si on trouve pas un accord. C'est pas juste une question d'argent. Il y a une boîte qui m'intéresse, je vais l'acheter. Non, là, c'est si on trouve pas un accord, elle ira dans le mur et tous les gens qui sont attachés à cette boîte aussi. Donc, il y a un vrai enjeu. Pour ceux qui t'écoutent, parce qu'effectivement, on parle de négociation et ça peut représenter des réalités très différentes pour les gens qui nous écoutent. Pour ceux qui te connaissent pas, pour pouvoir se projeter un petit peu dans le type de négociation que tu vis. Alors, sans nous dévoiler rien de confidentiel, mais est-ce que tu as une typologie de clients ou d'éléments qui peuvent nous aider à comprendre ce que tu négocies au quotidien? Bien sûr. Alors là, j'ai un dossier en tête, par exemple, où j'accompagne un industriel espagnol qui veut racheter une société française qui est en redressement judiciaire. Société très abîmée, très abîmée, mais ça fait 20 ans qu'elle passe de main en main avec des gens qui l'ont laissé se dégrader. C'était un fleuron industriel il y a 20 ans, en France, même en Europe. Et aujourd'hui, c'est une société qui va très mal et qui vend très peu, qui a un outil industriel très abîmé. Et j'accompagne ce client pour acquérir l'actif. Ça, c'est au fond, c'est très simple. Un avocat corporate ou M&A pourrait aussi faire ça. Et ils font plein d'autres choses. Mais aussi, moi, mon offre, elle dépend de plein de paramètres. Je vais discuter avec l'État. Et donc, je vais dire à l'État, moi, j'ai besoin de toi.
je vais discuter avec des fournisseurs qui vont fournir l'entreprise. Et donc, je vais discuter avec eux du prix auquel ils vont fournir l'entreprise. Et donc, c'est une offre qui fait quelques paragraphes et des conditions suspensives et des conditions à l'offre qui, pour le coup, font des pages et des pages. Et donc, mon boulot, c'est précisément d'aller voir chacune de ces parties-là pour les convaincre de contribuer à l'offre en leur disant, au fond, si tu contribues, c'est aussi dans ton intérêt. Et tu vas récupérer quelque chose. Donc, il y a un aspect un peu M&A au fond de j'acquiers une boîte, mais dans des circonstances évidemment plus compliquées où il y a l'intérêt économique qui joue, il y a un intérêt social parce qu'il y a des gens qui travaillent dans cette entreprise qui s'ils ont pas cette boîte, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils travaillent dedans. Donc même s'ils peuvent retrouver un job, c'est toujours une crise familiale, personnelle de perdre son job. Donc voilà, j'accompagne ce client pour mettre en place tous les paramètres des fournisseurs, de l'État, convaincre les salariés aussi, parce que ça fait 20 ans qu'ils voient passer les gens les uns après les autres, donc ils ont plus confiance. Donc leur dire, avec moi, ce sera différent. Oui, ils l'ont déjà entendu, oui. Ils l'ont entendu, ça fait 20 ans qu'ils l'entendent. Donc essayer de trouver le bon angle, le bon discours, pas trop lénifiant, pour essayer de les convaincre d'accompagner la boîte. Quand on fait du M&A, encore une fois, on est très compétent. Mais on n'est pas les deux pieds dans le cambouis, ou les mains dans le cambouis plutôt, pour essayer d'accompagner un projet industriel et au fond de faire en sorte que ça marche pour tout le monde. Ok, bon, du coup c'est hyper parlant, donc merci pour l'exemple. Anne-Sophie, quand je t'ai contactée, c'est vrai qu'initialement pour ce podcast, j'avais vraiment envie justement qu'on puisse parler de l'évolution des femmes, notamment dans les dirigeants, dans ce milieu très particulier qui est le tien, dans lequel tu évolues. Et en même temps, finalement, on s'est retrouvés à réfléchir sur la transformation du métier sous différents angles. Est-ce que peut-être pour démarrer déjà sous l'angle de la parité au sens large ou même la diversité, si on dépasse un petit peu ça dans le monde des avocats, est-ce que tu peux nous résumer ce qu'est le constat aujourd'hui selon toi? Oui. Alors, mon cabinet est un exemple parmi d'autres. On essaye de mieux faire, mais voilà, on n'est ni moins bon ni meilleur élève. On doit progresser comme tous les autres. Des chiffres très simples. Dans la strate des jeunes avocats ou jeunes avocates, il y a, en tout cas en sortant de l'école d'avocat, il y a 80% de filles, 20% de garçons. D'une école à l'autre, les chiffres varient, mais c'est grosso modo ces proportions-là. Dans la strate associée, qui est au bout de 10 ans, 15 ans parfois, la proportion s'inverse. C'est 80% d'hommes, 20% de femmes. C'est édifiant, oui. c'est édifiant. C'est édifiant. Et donc la question, c'est évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les femmes sont parties ? Ou pourquoi on les a fait partir ? Ou pourquoi elles-mêmes sont parties ? Donc il y a ça, cette donnée fondamentale. Ça, c'est une donnée, c'est un fait. Ensuite, c'est comprendre le fait, quel est le diagnostic et comment on peut le changer. Parce que comme dans tout milieu, avocat, pas avocat, c'est un milieu qui est déséquilibré et pas bon, il est pas productif intellectuellement, humainement. Voilà, il crée des déséquilibres à plein d'égards. Et après, en plus, on rentre dans un cercle vicieux. C'est que quand t'as cette proportion-là, au fond, ça sert ça joue un repoussoir. C'est un repoussoir. Et beaucoup de femmes se disent non mais qu'est-ce que je vais mettre les pieds là-dedans ? De toute façon, dans 2-3 ans, c'est fini. Donc je vais même pas tenter l'aventure. Ça va me faire mal pour rien. Je perds mon temps. Je fais autre chose. Et ça, c'est dommage. Et ça, effectivement, on le voit dans d'autres secteurs qui ont le même type de déséquilibre. Mais d'une façon générale, même dans tous les secteurs, c'est ce que tu perçois en tant que personne qui rentre dans une fonction ou peut-être jeune qui va t'orienter dans une fonction, ce que tu perçois de la représentativité dans les instances dirigeantes t'en dit long sur comment est-ce que tu vas te projeter dans le long terme. Et effectivement, peut créer quand même beaucoup de freins. Donc, si on voit qu'il y a 80% d'hommes au final dans les associés, je pense qu'en tant que femme, on se fait déjà une idée assez claire du potentiel d'évolution. C'est quoi les causes historiques ? Et puis, est-ce que finalement tu fais partie des 20% ? Comment toi tu l'as perçu au démarrage ? Alors, je pense pour moi qu'il y avait une forme d'inconscience. D'inconscience parce que
j'ai pas regardé cette donnée-là. Mais quand j'en parle aux plus jeunes avocats, elles le regardent. Donc, faut en tenir compte. Chez moi, c'est juste de l'inconscience. C'est pas que je me sentais plus forte que les autres. C'est juste que je ne l'ai pas remarqué. Et ce qui est vrai aussi, c'est que je n'en ai pas souffert. Alors mes associés, c'était que des associés mais pour autant, j'ai pas été, en tout cas quand j'étais jeune collaboratrice, dans un milieu dans lequel, quand j'annonçais une grossesse, c'était la guerre. On m'a toujours dit Mazel Tov, on dit Mazel Tov chez moi, dans mon cabinet. Donc quand je disais bah voilà, j'ai envie de rester un peu plus longtemps, c'était 4 mois, mais est-ce que je peux rester un peu plus longtemps auprès de mon bébé? Jamais j'ai eu une guerre et je n'ai pas senti à mon retour non plus une espèce de revanche à prendre. Donc je n'en ai pas souffert. Donc voilà, ils avaient d'autres défauts, mais pas celui-là. Ok. Et dans les métiers, parce que c'est quand même des métiers où on travaille beaucoup, hein, je ne dirais pas le contraire, j'imagine. On se retrouve dans ces secteurs-là avec parfois effectivement l'appréhension pour les femmes de se dire comment est-ce que je vais combiner une vie de famille, le fait d'avoir envie d'avoir des enfants et le rythme de travail qui derrière est pas toujours ultra compatible. Comment est-ce que toi t'as joué avec cette donnée-là? Alors, c'est vrai. Après, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est ne pas avoir envie de travailler 15 heures par jour. Il y a plein de gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de se donner pour son job, mais je le comprends parfaitement de dire j'arrive à 9h, je finis à 23h, souvent. Bah voilà quoi, on est tous différents et je comprends évidemment qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils en ont pas envie, et je le comprends. Mais pourquoi ce serait plus une donnée féminine que masculine? Et ma grande chance, c'est vrai, c'est que j'ai un mari qui ne m'a jamais mise dans une situation, mais ça peut être un mari, une amie, un ami, enfin un compagnon, peu importe, qui m'a mise dans une situation me disant bah toi tu es femme, donc ton rôle c'est de t'occuper des enfants, moi je suis homme, en l'espèce c'est notre organisation à nous, et donc mon rôle c'est de gagner de l'argent et donc de travailler plus tard. Je n'ai jamais eu ça. On a tous les deux des aspirations différentes, un équilibre différent par rapport à la norme ou la moyenne, on va dire. La norme, c'est pas le bon terme, mais la moyenne. Et donc, on s'est toujours alterné. Un soir c'était moi, un soir c'était lui. Il y avait toujours quelqu'un à la maison parce qu'on avait envie d'être avec nos enfants, mais une forme d'équilibre permettant à chacun de s'épanouir dans son travail. Après, il y a des sacrifices. Quand on rentre tôt, qu'on s'occupe des bouts de chou, qu'on leur lit une histoire, il y a tout un tas de trucs qui se passent le soir, bah après on se reconnecte. Et donc c'est sûr que c'est pas toujours rigolo, on n'a pas forcément envie. Ça fait partie des choix personnels. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait un choix féminin ou masculin. C'est un choix humain, personnel, mais pas de genre. Et selon toi, du coup, qu'est-ce qui explique que tu te retrouves avec cette inversion, effectivement, sur le 80-20 entre les femmes et les hommes? Alors, j'entends quelque part le côté d'être bien entourée et te dire que si tu as envie de continuer à évoluer en tant que femme, encore faut-il avoir le bon niveau ou d'organisation, ou en tout cas de faire les choix qui vont avec. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que les femmes quittent le devant de la scène? Oui. Il y a des raisons externes et internes. Externes à la femme, à la personne, et internes à elle. Il y a beaucoup dans les cabinets d'avocats, mais dans pas mal d'entreprises, des discours un peu lénifiants de promotion de la femme. Ton congé maternité, il va être allongé. On va t'accompagner avant avec un coach et après avec un coach. Donc il y a même aux États-Unis, alors c'est caricatural, mais on va te parler de c'était un call que j'ai eu il y a pas longtemps de comment congeler tes œufs. Alors là, c'était au-dessus de mes forces, j'ai raccroché. Et bon, voilà, ça peut arriver aussi. Mais ça, c'est bien, ça entoure. Mais je trouve au contraire que ça renforce la différence. Ça renforce tu n'es pas une personne comme les autres. Parce que on a évidemment des forces et des faiblesses chez les hommes, chez les femmes. Et il s'agit pas de nier
ce que l'on est, ni son genre, mais c'est pas ça qui doit dicter une attitude. Et par exemple, ce que je ne comprends pas, et ça c'est propre dans beaucoup de cabinets, c'est on met en avant la femme pour l'aider, lui dire t'inquiète pas, on va t'accompagner, mais on ne dit pas aux hommes eh ben tu sais quoi, ton congé paternité tu vas le prendre. Et comme ceux qui relèvent des 80% en haut de l'échelle, eux disent bah moi non hein, j'ai eu mon bébé ou mes bébés, je suis retournée bosser le lendemain. Bah c'est normal que lui à 30 ans et ou plus, peu importe, il revienne aussi bosser le lendemain. Et bah il y a pas, alors on va forcer personne, mais il y a pas d'incentive à dire bah en fait toi aussi tu vas prendre ton congé paternité parce que ta femme elle est fatiguée, elle est en pleine transformation physique, il y a plein de bouleversements qui se passent et puis t'as un bébé qui est content d'avoir les parents autour de lui et donc tu vas être également présent et donc on va t'enlever cette pression psychologique là où on va te laisser en fait si tu le souhaites en profiter. Et donc ce que je n'aime pas aujourd'hui, c'est que on favorise certes les femmes, ça c'est bien, mais au fond, on n'accompagne pas un changement plus global où les hommes aussi vont s'inscrire dans ce changement. Et finalement, on creuse le sillon, on creuse le sillon entre les deux, et donc on dit aux femmes bon bah ton rôle, c'est de t'occuper des enfants. Et le rôle de l'homme, c'est d'aller travailler dès le lendemain de la naissance de l'enfant pour gagner de l'argent. Ouais, je pense que c'est le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, pour tous les sujets qui permettent d'encourager de la parité dans les instances dirigeantes, on a fait beaucoup de choses autour des femmes, dans le bon sens du terme, avec une très bonne intention, mais en n'accompagnant pas finalement le système de façon un petit peu plus globale, bah on continue à créer un petit peu de la même chose parce que j'imagine aujourd'hui que quand tu es un homme dans un cabinet d'avocats et que tu vois en termes de modèles des patrons qui eux n'ont pas pris de congé paternité, est-ce que tu te sens vraiment autorisé à le faire? Est-ce que tu te sens encouragé à le faire? Ça doit être probablement assez difficile. Ouais. Et il n'y a pas d'interdit, mais effectivement, implicitement, du fait de cette différence, il y a toujours cette crainte de se dire bah si je le fais au fond le gars qui a la même seniorité que moi et même si on n'est pas dans la compétition tous les jours, mais à la fin on a tous les deux envie de la même chose, c'est un jour d'avoir ce poste d'associé ici ou ailleurs, bah lui il aura entre guillemets pas perdu 4 mois entre guillemets évidemment, et moi j'aurais perdu entre guillemets 4 mois. Puis le temps après de reprendre parce que on n'est pas des machines, c'est pas on-off. Ça crée une différence. Et donc, on devrait accompagner ce mouvement qui est un mouvement global, qui est alors oui, physiquement, on attend un bébé. Oui. Ça, il y aura toujours une différence fondamentale. Mais pour autant, on devrait accompagner ce changement global. Et on l'accompagne de manière caricaturale finalement et en creusant la différence entre les hommes et les femmes. Et tu parles d'accompagnement et c'est vrai qu'on avait abordé l'idée de la culture managériale, parce que c'est ça aussi, hein, c'est accompagner les gens, au-delà même des femmes. La culture managériale qui, dans le milieu des avocats, je pense qu'on peut le dire, comme dans certains autres, n'est pas l'endroit où c'est le plus abouti. Selon toi, qu'est-ce qui devrait se transformer sur le sujet de la culture managériale? Qu'est-ce qui fait qu'on est justement encore dans un environnement qui est resté assez ancré sur certaines pratiques et qui sont pas forcément transformées aussi vite que dans d'autres secteurs? Alors, c'est un métier comme d'autres, évidemment, mais c'est un métier qui est à la base braqué sur l'individu et l'intellect, l'expertise. Et donc, quand un client, dans son cliché, vient voir quelqu'un, il vient voir une personne, il vient voir Chloé. Et il vient voir l'expertise de Chloé dans son domaine. Et donc, la difficulté ensuite, c'est que fort on va dire, de ce principe un peu fondamental, c'est comment je fais, parce que Chloé, elle va pas faire toute seule les choses. Il y a d'autres personnes qui l'entourent, qui vont l'aider aussi. Pareil pour Anne-Sophie. Et donc, ça donne une idée déjà à l'individu. Après, s'il a pas ce recul pour dire au fond, oui, c'est moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça, c'est un métier très égotique. Voilà. Où on dit, je suis indispensable parce qu'on vient voir Chloé ou Anne-Sophie. Et donc d'avoir ce recul pour dire au fond, mais
mais Chloé ou Anne-Sophie toute seule, voilà. Et puis il y a des trucs qui les ennuient, donc elles ont pas envie de faire, ou d'autres où elles sont pas bonnes et où elles ne savent pas. Et donc ça, c'est très difficile parce que c'est vrai que le client, c'est vrai souvent dans le métier de crise. Quand on va voir un médecin, quand je vais voir mon obstétricien, je vais voir mon obstétricien. Mais de me dire avec lui, il y a la sage-femme qui va m'accompagner, il y a la dame de l'accueil qui va me guider, il y a la personne qui va m'accueillir à l'inscription ce matin, et qui vont m'accompagner dans ma grossesse en l'espèce. Mais là, c'est pareil pour mon métier. C'est difficile. C'est difficile parce que tout le monde dit, non, il y a que l'obstétricien, le reste, c'est pas noble. C'est de la logistique. Et dans mon métier, ça peut arriver aussi qu'il y ait ça. Ceci étant dit, a fortiori dans des dossiers complexes, assez gros, c'est impossible d'avoir ce trip égotique parce que c'est humainement pas possible, parce que justement la réalité est tellement protéiforme, elle est tellement complexe qu'on a besoin de plein de gens avec des expertises, des visions, un âge différent parce que voilà, il y a un travail d'équipe qui va se créer. Et ça, c'est très difficile parce que pour l'avocat, en général, dans son cliché, lâcher son trip égotique, c'est ne plus exister. Et donc forcément, ça n'encourage pas tout le sujet, j'imagine, de la transmission, la délégation d'un premier temps, mais la transmission, l'accompagnement, faire grandir une équipe autour de soi. Oui. C'est inhérent à ce métier, ouais, c'est ça, je comprends bien. C'est inhérent, je sais pas, parce que justement, précisément, moi, je lutte contre cela. Mais c'est effectivement un risque très fort qui est effectivement construit ce métier d'avocat. Je pense que le fait d'être une femme, pour le coup, permet d'avoir un angle différent. Déjà, dans le cliché, évidemment, chaque être est différent, mais dans le cliché, les femmes sont moins égotiques. L'ego a moins de place. Il y a aussi, et ça j'en suis fondamentalement persuadée, le fait que notre corps change fondamentalement. À 45, 50 ans, notre corps change. Le corps de l'homme ne change pas. Il n'a pas la perception qu'il vieillit. Nous, il y a une rupture. Et je suis persuadée, mais intimement persuadée, que cette rupture biologique, elle nous fait changer de perspective, elle nous fait changer du côté de la pyramide, comme dirait ce grand monsieur du RAID. Et donc, elle nous fait prendre conscience qu'au fond, il y a des choses où on doit lâcher et on a envie de lâcher. Et que le fait de partager, de faire grandir des gens, ça donne du plaisir, quoi. Ça fait partie du métier. Ouais, c'est hyper intéressant de le voir comme ça. Et puis aussi, je sais qu'on avait discuté de ça en off, mais comme dans d'autres métiers vraiment où l'expertise est au centre de tout, il y a aussi ce sujet de est-ce qu'en termes de formation, on accorde de l'importance au développement de compétences plus soft et donc notamment de compétences managériales, et quelle place ça prend vraiment même au démarrage. Ouais. Alors on ne l'apprend pas. Voilà. C'est donc ça. Non, ça, on l'apprend pas, mais on ne l'apprend pas dans les cabinets en règle générale. Enfin, il y a quand même, et sans aller dans le cliché, parce qu'heureusement, tout ça se normalise, mais on a quand même vu beaucoup de cabinets d'avocats, pas le nôtre, mais d'autres mis au pilori, parce que des gens, à tort ou à raison, ça je ne sais pas. Mais parler des tripes égotiques qui vont jusqu'au harcèlement des autres, et effectivement, ça peut malheureusement arriver. Et effectivement, il n'y a pas du tout alors ça c'est l'extrême, évidemment. Mais si on ne parle pas de l'extrême, mais juste de comment je fais pour transmettre, comment je fais pour lâcher, comment je fais pour déléguer, nous n'avons pas en fait d'apprentissage. Nous n'avons pas d'apprentissage de cela. Et donc ça, c'est un choix à ce stade individuel de chacun finalement de développer cette compétence-là. Mais c'est dur parce que... Puis vous n'avez pas de rôle modèle spécifiquement finalement, on reproduit quand même toujours un peu ce qu'on a vu dans la culture d'entreprise, chez les plus expérimentés, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on
qu'on voit pas historiquement émerger comme type de comportement, donc probablement qui sont pas hyper encouragés. Qu'est-ce qui pourrait, sur la question que je me pose sur pourquoi est-ce que certains secteurs se sont parfois réinventés un petit peu plus vite, qu'est-ce qui pourrait justement pousser, selon toi, les cabinets d'avocats à se transformer sur ce côté justement plutôt humain? Alors, comme souvent, les gens changent sous la contrainte, pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils sont obligés. C'est vrai. Et notre métier pouvait rêver. Tu me disais tout à l'heure, voilà, au début, je me disais c'est chouette le métier d'avocat, on va plaider, on gagne un peu de sous, donc voilà, c'est sympa. Et ton prof t'ayant dit non, finalement, tu vas crouler sous le papier. Mais il y avait une espèce de mythe du métier d'avocat, tout à fait, qui attirait beaucoup de gens. Et donc, au fond, à une certaine époque, on pouvait se dire, lui ou elle, il part, je l'ai maltraité, un, il va rien se passer, et puis 2, c'est pas grave parce qu'il y aura 4 autres personnes qui de toute façon vont toquer à la porte. Donc, j'ai rien à perdre au fond. Aujourd'hui, notre métier, alors moi, je continue de trouver qu'il est passionnant, mais il fait moins rêver. Et je pense qu'il fera de moins en moins rêver. Et on pourra peut-être parler de l'intelligence artificielle. Il y a tout un pan qui fera moins rêver, qui au fond pourrait être fait par des machines. Et donc, pour recruter des gens, pour continuer de donner de l'aspiration, nous devrons changer. Et nous devons changer. Sinon, on va perdre les talents. Et nous, notre métier, c'est que des gens. Y a rien. Hein. Les livres, c'est 5% et 95%, c'est des gens. Et au fond aussi, on parle beaucoup d'expertise. Alors oui, il faut pas dire de bêtises, mais mon métier, c'est d'abord et avant tout du jugement, de l'accompagnement. On peut se tromper dans le jugement technique, mais en revanche, avoir un très bon jugement des parties autour de la table, des enjeux, des rapports de force, de faiblesse, de force, et c'est ce qui compte le plus. Et ça, c'est que de l'humain. Et donc, si on n'attire pas les gens en leur disant c'est pas qu'un métier d'expert, et je vais bien te traiter, et je vais te faire monter, et tu vas être formé. Puis un jour aussi, compte sur moi, tu seras associé parce que t'en as le talent. Et un jour, un peu comme les enfants et les parents, un jour c'est toi qui t'occuperas de moi, et comme moi je me serai occupée de toi. Et ça c'est fondamental si on veut continuer à attirer des talents. Sinon, on va se flétrir et voilà. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, ce sujet d'attractivité et de rétention des talents, finalement, tôt ou tard, c'est une contrainte qui arrive sur tous les secteurs et qui oblige à repenser pas mal de choses, qui oblige évidemment à repenser la promesse qu'on leur fait en termes de transmission, de développement de leurs compétences, de projection, y compris en étant une femme, et donc qui nécessite aussi de bouger sur les sujets de représentativité, diversité, etc. Et donc il y a une autre transformation qui pointe dans ce métier comme dans d'autres, qui est liée à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu vois déjà comme impact et de ce que vont être les impacts à venir? Alors, j'ai un métier où les gens ont du mal à changer. Et donc l'intelligence artificielle, encore aujourd'hui, on en parle, mais c'est une forme de concept. Mais moi, ma vision, c'est que quand même dans notre métier, encore une fois, et d'ailleurs heureusement aussi, parce que ça veut dire que je pense que notre métier va vivre et va continuer de se développer. L'expertise est importante, mais à nouveau, c'est une histoire de jugement et d'accompagnement. Si Chloé vient voir Anne-Sophie, le but du jeu, c'est pas que je sorte mon livre de technique. Tu n'en auras rien à faire, ça n'aura aucune espèce d'importance. Ce que tu voudras, c'est d'être guidé vers une issue. Voilà, et de te dire, ta chance d'y arriver, c'est 5% ou 95%. Mais si on fait ça, c'est 95%. Et suis-moi, on va y arriver. Et abrite-toi derrière moi. C'est ça notre rôle. C'est ça qu'on fait. L'IA, en fait, il y a tout un pan du métier où finalement, par exemple, des contrats basiques, mais par exemple tout ce qui est secrétariat juridique, des procès-verbaux d'assemblée générale, des procès-verbaux de conseil d'administration, qui sont toujours très formels, où on dit pas toujours tout, des contrats d'acquisition, on va dire un peu standard. Tout ça, des machines pourront le faire, et on pourra rentrer quelques données en disant voilà l'acquéreur, voilà le vendeur, voilà les grandes caractéristiques du deal. Merci de me sortir un contrat. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait par qui ?
Aujourd'hui, c'est fait par les jeunes. Eh oui. C'est fait par les jeunes et qui ont besoin en fait de le faire, de se tromper, qu'on leur dise mais non, regarde dans le contexte. En fait, il y a beaucoup de transmission aussi orale. Dans le contexte, ça, tu vois bien que ça marche pas et ils vont le faire 1 fois, 2 fois, 10 fois. Enfin, comme les apprentis qui font des métiers manuels, il faut l'avoir fait 10 fois. Et s'être trompé 10 fois pour le faire super bien la 11e fois. Notre métier, c'est pareil, comme beaucoup d'autres. On a besoin de le faire. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle va couper une large partie de cela. Après, les clients le voudront, parce que les clients, on va dire, attendez, vous facturez au taux horaire, les amis. Votre jeune, là, il va passer 15 heures parce qu'il va se former. La machine, en 2 heures, et puis plus un senior qui va regarder, 3 heures, c'est fini. Donc, vous allez être obligé, effectivement, de l'intégrer. La question, c'est comment vous allez former. Comment on va former les jeunes. Comment on va former les jeunes ou il y a aussi une question de rentabilité, en fait, qui va jouer. C'est d'accepter, en fait, que ce temps passé à former sera un temps partiellement non facturé. Parce que en fait, si on peut se dire après, encore une fois, c'est pas grave s'ils sont pas formés, je m'en fiche, après moi le déluge, on peut toujours se dire ça, c'est sûr. Mais après, quand les gens vont grandir et qu'il faudra faire des tâches plus complexes et que justement ils dépasseront l'aspect technique des choses et devront guider, parce que le plus vieux en aura marre de guider et voudra quelqu'un de plus jeune pour lui-même guider, et s'il n'a pas eu cette expérience de se tromper 10 fois pour faire bien la 11e fois, ce sera beaucoup plus difficile de guider. Parce que guider, c'est de l'expérience. Et l'expérience, c'est du temps. Et c'est des erreurs et des échecs. Donc, en gros, vous allez devoir réinventer le moyen aujourd'hui que vous avez identifié pour faire monter en compétences les jeunes. Dans un métier dans lequel il n'y a pas une énorme culture de la transmission et du développement des compétences, vous allez devoir dépasser ce point-là, sachant qu'effectivement, du coup, je comprends, il n'y a pas de... il n'y a pas d'autre issue que de passer par là pour préparer la génération d'après. Oui. Après, c'est vrai que beaucoup plus vieux pourront se dire, moi j'en ai pour 5 ans, 10 ans, 10 ans, ça va encore tenir parce que mon jugement à moi, il aura toujours de la valeur. Après moi, le déluge. Il y en aura. Il y en a déjà. Mais effectivement, pour ceux qui seront conscients de cela, ou les plus vieux qui diront aux plus jeunes, attention, si tu transmets pas, demain, tu seras tout seul. 1, t'arriveras pas à attirer des gens, et puis 2, au fond, tu seras tout seul. Parce que tu auras personne qui pourra t'accompagner à faire des tâches que tu n'as plus envie de faire, ou que tu juges bonnes pour les plus jeunes. Et ça, c'est une donnée effectivement fondamentale qui jouera aussi sur la rentabilité à un moment donné. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de transformations, beaucoup d'anticipation en fait là qui arrive et sur lequel il faut agir, je pense voilà, tout de suite. Comment est-ce que tu as envie de prendre le sujet, tu vois, de façon pragmatique? On parle effectivement de la nécessité de se transformer justement pour intégrer plus de diversité, puis on a parlé de genre, mais je pense qu'on peut parler de diversité de façon beaucoup plus large. Comment est-ce qu'on se transforme justement pour rester attractif pour les générations d'après, tout en considérant le fait que le métier va changer avec l'IA? C'est quoi tes premières pistes d'idées justement pour faire évoluer ce métier? En fait, de manière très basique, c'est un peu comme je pense, on a beaucoup de boîtes retail dans nos clients. Aussi. Par construction chez nous, elles vont pas bien. Et notamment parce qu'elles ont raté, il y a 20 ans, elles ont raté le tournant de vente en fait omnicanal ou pluricanal. À la fois physique et électronique, et elles s'y prennent maintenant, mais c'est trop tard, le train il est parti depuis 20 ans de la gare. Et je pense que ceux qui ont réussi à prendre ce tournant, c'est parce qu'en fait ils ont embrassé le changement plutôt que de le subir. Et donc je pense que plutôt que de voir l'intelligence artificielle comme une espèce de concept un peu lointain, c'est en fait de l'intégrer maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est très peu intégré. Donc, quelque part, de se familiariser avec ça pour, en fait, le vivre et se dire, OK, comment on va s'organiser? Et que les jeunes commencent à l'utiliser, que nous aussi, nous commencions à l'utiliser pour voir là où on aura de la valeur ajoutée, là où nous n'aurons plus cette valeur ajoutée. Et donc, si on le fait vite, on pourra s'adapter plus vite et les jeunes ne seront plus sous la vague. En fait, on leur dira mon gars, t'arrives à 9h, t'appuies sur un bouton et tu pars à 18h quand t'as fini d'appuyer sur 10 boutons.
et où là, pour le coup, ce sera trop tard. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de progressif. Ouais. Et sur le sujet de la culture managériale, c'est-à-dire notre constat initial, c'est de se dire, bon, il n'y a pas une maturité très forte là-dessus, parce que c'est pas là-dessus qu'on a mis le curseur au démarrage, mais plutôt sur la partie expertise. Comment est-ce qu'on remet ça au centre, finalement, des compétences attendues, en fait, demain dans le métier? Pour moi, à ce stade, mais comme je le fais de manière expérimentale et pragmatique, c'est surtout de la transmission orale que je fais aujourd'hui. Quand c'est encore une fois ce collaborateur que j'aime beaucoup m'a parlé de la contrainte management. La contrainte management, ouais, intéressant. Mais c'était sans animosité, ouais. hein, de lui faire comprendre en fait, de faire le parallèle entre ce que je fais avec cette personne comme tous les autres, et de lui dire en fait c'est ce que tu dois faire aussi. Et quand je me trompe, parce qu'encore une fois ma façon d'appréhender elle est expérimentale, vu que à part lire des livres sur le sujet ou m'inspirer de gens qui le font, c'est vrai que je n'ai pas une pratique très scientifique des choses. Et donc je peux me tromper et de dire voilà, là tu vois, je me suis trompée, j'ai pas bien fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc toi, dans ton rapport à ABC qui sont plus jeunes, ne fais pas ça. Mais moi, ma suggestion, c'est que tu fasses plutôt ça. Et quand je lui dis, je leur dis, parce qu'il y en a plusieurs, j'ai envie que tu grandisses et j'ai envie de t'accompagner dans ton accomplissement. Et je lui dis, mais toi, un jour, tu seras à ma place et tu auras besoin de quelqu'un aussi à qui tu pourras transmettre pour aussi t'accomplir. Et que le temps que tu gagneras, tu pourras le dédier à autre chose. Ta famille, tes amis, ce que tu veux, mais aussi ton job. Et tu pourras aller voir des gens, tu pourras faire ce que tu ne peux pas faire quand tu es à 15 heures par jour au-dessus d'un document. Voilà. Donc c'est toujours le parallèle entre ce que j'essaye de faire moi, pour que la personne ou les personnes essayent de l'appliquer elles-mêmes à d'autres et qu'elles voient qu'au fond, en recevant les bénéfices, que ça leur permet de prendre le recul nécessaire pour qu'elles-mêmes l'appliquent à d'autres. Ouais, c'est toujours le sujet de l'exemplarité pour commencer à inspirer à la fois les personnes qui travaillent dans tes équipes, mais peut-être aussi tes pairs, et de mesurer finalement le bénéfice d'avoir une approche qui est peut-être beaucoup plus dans l'accompagnement sur la rétention. Est-ce que tu pourrais me dire peut-être ce que tu vois comme fausses bonnes idées émerger aujourd'hui dans les solutions qui peuvent être mises en place par rapport à toutes les problématiques dont on s'est parlé? Alors, pour moi, les fausses bonnes idées, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment accentuer la promotion des femmes. Ce qui est contradictoire, mais en tout cas, ne faire que ça. Voilà, plutôt. C'est mieux dit. Ou l'absence d'exemplarité aussi. De dire, il y a plein, et c'est des démarches à la fois positives mais négatives. C'est, on va mettre en place justement des ateliers de soft skills. Super! Mais en même temps, on va pas se l'appliquer à nous-mêmes. Et on va pas le faire. Donc, c'est de placer le problème chez les autres. Et de dire, tu vois, regarde, t'as qu'à faire telle formation ou t'as qu'à prendre un mois de plus de congé mat. Mais en étant sans être dans l'équilibre ou sans se l'appliquer à soi-même. Ou ce qui, à mon avis, n'est pas à faire, c'est par exemple dans la promotion des jeunes quand ils veulent devenir associés. Et on leur dit, mais attends, travaille, sois bon et ça pourra se passer. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Moi, il y a des gens qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont emmené derrière eux, interne ou externe, surtout externe d'ailleurs, qui m'ont emmené derrière eux et qui m'ont transmis. Et donc, la fausse bonne idée, c'est de dire à quelqu'un, pour être associé ou pour grandir, peu importe, mais pour grandir, va chercher de la formation. Mais en revanche, compte pas sur moi. Moi... chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pas ce qui est ressenti, mais factuellement, c'est quand même ça. Et donc, les fausses bonnes idées, c'est de ne pas chercher à faire de la réflexion ou de l'auto-réflexion pour dire comment moi je peux participer à cela.
Ouais, c'est hyper intéressant. C'est finalement quelque part revenir à cette idée de pour changer la culture, les pratiques dans un métier, il faut que ça démarre par le haut et que ce soit incarné finalement avant de simplement d'être communiqué, partagé, etc. Mais de se dire que tout ça, ça doit être déjà incarné dans les modèles. Et en parlant d'incarnation, c'est vrai que on m'a encore posé la question dernièrement dans les personnes qui écoutent ce podcast sur ok, c'est bien d'avoir des exemples de femmes qui réussissent dans des milieux où c'est difficile de réussir juste pour se dire déjà que c'est possible. Quel conseil tu as envie de donner ? Alors, je comprends le côté de bien s'entourer pour pouvoir combiner voilà ton ambition, tes aspirations de carrière, ta vie de famille, etc. Mais qu'est-ce qui fait que tu fais partie des 20% ? Oh là là. Je sais qu'elle est dure. Alors, je comprends le fait de tu vois, de l'insouciance, de pas t'être focalisé peut-être sur la difficulté à y arriver au démarrage, le fait de bien être entouré à côté, mais sinon finalement quelque part, qu'est-ce qui t'a aidé ? Qu'est-ce qui m'a... Ah là là, c'est tellement dur comme question. J'ai cité un exemple d'aujourd'hui. Parce que oui, après sur le papier super, je suis associée et tout, mais au fond, ça n'est qu'une étape vers d'autres sujets. Ma problématique actuelle, je fais beaucoup de pitch en ce moment et je fais beaucoup de pitch, des pitchs, c'est-à-dire des présentations. En gros, c'est une sorte de beauty contest où on dit à des clients prenez-moi comme avocate ou avocat, j'ai envie de bosser pour vous et j'ai regardé le cas sous tous les angles, donc je vais bien vous accompagner. Et ça fait 3 fois de suite sur à peu près 6 mois que je suis en compétition avec un homme, 55 ans, plutôt dans la force, et je perds. C'est la 3e fois. Alors, je peux me dire, alors je peux l'analyser que sous le crible de je suis une femme, c'est pas juste. Bon, je suis persuadée que ça joue. Peut-être y a-t-il autre chose. Je peux dire, j'en ai marre, je fais plus ça, je fais autre chose. Bon, mais au fond, je me dis, c'est pas grave, je finirai par l'emporter. Voilà. Alors oui, c'est dur. Eux, ça leur tombe dans le bec, mais au fond, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'ils ont 55 ans, ils ont 13 ans de plus que moi, 12. Eux, ils ont 12 ans d'avance. Ils l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, c'est de ne pas... c'est un peu lignifiant parce qu'à chaque fois, évidemment, je doute. C'est pénible. J'y arriverai jamais. Et je suis une femme, c'est consubstantiel, c'est sûr. Mais au fond, je me dis, ça va marcher. J'en suis certaine. Parce que j'ai des idées, parce que j'ai des choses à dire, parce que ce métier n'est pas que dans la force. Et je trouverai aussi des clients qui apprécieront que c'est pas en criant sur l'autre que ça marche nécessairement. Donc d'être résilient, même si le terme est un peu galvaudé, mais d'être résilient et d'accepter l'échec, même si c'est pénible. Oui, rageant. Mais si je t'entends et je fais le parallèle avec ce qu'ont dit d'autres dirigeantes justement dans ce podcast, c'est accepter de pas se transformer finalement quelque part pour essayer de correspondre à un idéal, un cliché, etc. Et de rester confiant dans ta capacité à réussir en étant authentique, sans changer ton style, parce que finalement, au bout du bout, ça fonctionne. Oui, et puis ça fonctionne. Tu serais pas là sinon. Donc voilà, donc de garder ça en tête là où effectivement il y a eu des tas d'environnements dans lesquels on te dit que pour réussir en étant une femme, il va falloir adopter des comportements différents. Tu vas être finalement quelque part presque coaché pour développer une approche qui va pas être authentique, et c'est un petit peu contre-intuitif pour le coup. Mais c'est sûr que c'est tentant quand même de se dire je vais me transformer en brute épaisse, j'exagère, je vais changer un peu ma voix, je vais m'habiller légèrement différemment, sans être non plus exotique, mais je vais essayer de devenir un peu comme eux. Franchement, c'est tentant. Et oui, je me suis posé la question. On se l'est toutes posée. Toutes posées. Mais au fond, tout repose sur le plaisir
et chercher à être autre que soi, au fond, de toute façon, ça marchera pas. Ce sera totalement artificiel. La personne en face le percevra nécessairement. Donc, d'accepter cet échec en disant qu'est-ce que je peux faire d'un peu différemment, mais qui sera toujours moi. Voilà. Je tâtonne. J'ai pas encore d'idée brillante, mais au fur et à mesure, je sais que je vais y arriver. Donc voilà, c'est une question de patience. Ouais, et puis c'est une excellente question. Merci beaucoup pour ce partage. On pourrait en parler pendant des heures. Donc je me doute qu'on laisse certains avec des frustrations sur toutes les questions qu'on n'a pas pu poser, mais qu'on pourra te poser par ailleurs si jamais les gens ont envie de poursuivre la discussion. Donc merci beaucoup Anne-Sophie d'être venue partager avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Chloé. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!